Il est 10h50, nous sommes le mardi 20 mars. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous parlons ce matin vie pratique, bien-être, loisirs, grâce au reportage issu des 24 rédactions régionales de France 3. C'est ça, l'instant R, la quotidienne des régions. Aujourd'hui, nous avons voulu mettre en lumière une jeune start-up. Celle-ci a mis au point une application destinée à réduire l'utilisation de papier, très utile pour les entreprises, en particulier celles du BTP. Fini les classeurs qui débordent de devis et de factures. Un simple clic suffit pour tout avoir sur son téléphone. L'instant bien-être sera consacré au chocolat, car oui, le chocolat peut être très bénéfique pour la santé, que ce soit sous la forme de massage à base de cacao ou en le consommant, à condition évidemment d'être raisonnable, c'est comme tout. Une nutritionniste nous en dira plus. Et tout de suite, nous parlons d'une innovation absolument incroyable. Imaginez, vous repérez dans un magasin une chaise, un canapé, une table qui vous plaît, mais voilà, il est parfois difficile de les projeter dans votre intérieur. Grâce à la réalité augmentée, il est possible de projeter ce meuble chez vous, dans votre salon. Une start-up toulousaine s'est lancée sur ce créneau. Ouais, non, je vais plutôt prendre la table Ondaretta, rectangle, 120 cm. Acheter une nouvelle table et surtout s'imaginer ce que ça va donner chez soi. Elle est sympa, mais la finition, c'est pas ce qui m'intéresse. Cette application de réalité augmentée permet de voir les meubles dans son salon avant de les acheter. Ça correspond pile poil à ce que je recherchais. Xavier, il manque peut-être un fauteuil ici, on pourra en rajouter un. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est imprimer une feuille comme ça sur le site internet. Exactement, et puis après on la pose au sol directement, quoi. Voilà, tout à fait. Donc là, simplement, une fois que tu as choisi ton modèle de fauteuil, tu vas pouvoir le regarder en 3D. Donc là, on peut changer la couleur ou le tissu. La couleur, la matière, etc. Ouais, bien sûr, parmi une liste qui peut être très très large. Cette application est développée par des Toulousains qui ont lancé leur start-up il y a 3 ans. Donc est-ce qu'on est bon en termes de grains là? On est à la bonne échelle. Innersense compte 20 personnes, des informaticiens, des dessinateurs 3D et la jeune entreprise a déjà décroché des marques célèbres comme Leroy Merlin, Monsieur Meuble ou So Design. Pour ces enseignes, chaque canapé, armoire ou même abri de jardin est reconstitué sur ordinateur en 3D. Les couleurs, les textures des cuirs et des tissus sont reproduits le plus fidèlement possible. Le rendu final est proche de la photo. C'est un tout, hein. C'est les ombres, ça va être effectivement la qualité de chaque matériau. Il faut que le grain du matériau rende bien, pas trop non plus. On a souvent ces images de meubles 3D ou de bâtiments 3D qui sont intégrés. On voit tout de suite la différence entre la partie intégrée et la partie filmée ou la photo qui est en fond. L'idée là, c'est justement qu'on ne puisse plus vraiment faire la différence, qu'on ait ce rendu qui soit très très beau. La start-up a développé son propre moteur 3D pour obtenir ce rendu ultra précis. Des milliers de lignes de code que ces informaticiens testent sur le parking juste derrière leur bureau. Le marqueur est placé au sol. L'application va s'en servir comme étalon pour dimensionner un abri de jardin. Les proportions sont parfaitement exactes. Il est alors possible de tourner autour comme s'il venait d'être installé entre ces voitures. L'application est gratuite, elle s'installe depuis le site internet du magasin. On dispose de terminaux, voilà, les téléphones portables et tablettes qui sont devenus vraiment suffisamment puissants pour avoir une expérience satisfaisante. Ça va aller encore plus loin avec tous les gros constructeurs américains, là, Google, Facebook, qui travaillent tous sur du hardware, sur des lunettes, ce genre de choses, ou des téléphones de nouvelle génération. Donc c'est une vague qui commence maintenant, mais qui va vraiment qui va se dérouler là sur les quelques années qui viennent, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fini le catalogue papier, la réalité augmentée va bouleverser notre manière de consommer. Les investisseurs l'ont bien compris, la start-up vient de lever 600 000 € pour continuer son développement. Oui, des startups comme celle-ci qui révolutionnent nos modes de vie. Regardez, il y en a près de 9400 en France. Solitech en fait partie. Son idée, aider les entreprises à se passer du papier, cette paperasse qui embarrasse plus qu'autre chose. En numérisant l'intégralité des documents, le travail devient plus facile et, cerise sur le gâteau, c'est bon pour notre planète. Un concept qui séduit donc les entreprises, en particulier celles du BTP. Notre équipe de Nancy nous en dit plus. Avant, j'utilisais ce classeur et je cherchais mon bon de commande qui correspondait à mon numéro d'intervention. Là, j'ai mon bon d'intervention. J'ai juste à cliquer dessus. Il y a tout qui est écrit. La secrétaire au bureau, elle m'a tout notifié dessus. L'horaire, la rue, l'appartement. Donc là, j'ai le devis du bon de commande. La fourniture est posée d'une réglette dans la salle de bain.
Et le 63 ampères, 30 mA dans le tableau électrique. Ensuite, je peux procéder aux photos. Voilà. Devis, bon de commande, bon d'intervention, mesures de sécurité, signature, photos avant et après. Tout cela en quelques clics dans un dossier, transmis instantanément au chef et bien sûr à la secrétaire pour facturation. Une petite révolution pour Séverine Burton qui a dû apprendre à passer de la photocopieuse au scanner. Je travaillais avec beaucoup de papier, le photocopieur, le stylo, les blocs-notes, les post-it, tout ça. Alors avec cette application, il n'y a plus de classement à faire puisqu'automatiquement, du moment où on crée notre intervention, on classe naturellement où il faut. Je peux faire directement ma facture délivrée au client en instantané, un quitus dans l'heure qui suit la fin de l'intervention. Avant, les ouvriers devaient passer au bureau, chercher leur fiche de poste et repartaient donc, sur le terrain pour pouvoir intervenir. Et on avait une remontée papier le soir même, ou le lendemain, ou à la fin de la semaine, quand ils n'oubliaient pas de nous ramener la feuille, avec une signature et une phrase et 2 lignes. Un gain de temps énorme donc pour cette PME du BTP. Mais l'application Solitech a aussi un effet positif sur l'environnement. Tout numérique, ça veut dire moins de déplacements pour les salariés et surtout plus aucun papier. Un ouvrier fait entre 5 et 8 dépannages par jour. On avait 3 feuilles pour aller faire un dépannage. Donc 3 feuilles fois 8 interventions fois 44 ouvriers, ça représentait journalièrement, par jour, entre 1000 et 1500 feuilles d'économiser. Et c'est de la tête de ces 3 ingénieurs en informatique qu'est sortie il y a 2 ans l'application. Guillaume, Xavier et Émilien étaient alors en stage dans l'entreprise Gossel. Aujourd'hui, ils y sont associés. Solitech s'est depuis adapté à d'autres métiers, fleuristes, commerciaux. 50 entreprises ont déjà franchi le pas du zéro papier. Parfois, il a fallu faire un peu de pédagogie sur la signature électronique, par exemple. Il y a encore plein de gens qui sont réfractaires, par exemple, au fait de payer en ligne. Voilà, ce genre de choses. La signature, c'est un peu pareil. Finalement, c'est un petit morceau de vous que vous laissez sur un papier, on sait que c'est vous. Maintenant, nous, on trouve que les gens jouent de plus en plus le jeu, qu'on est vraiment rentré dans une ère vraiment numérique. Autre réticence, la sauvegarde des données à distance dans le cloud. C'est pas moins sécurisé que du papier, c'est pas moins sécurisé qu'un serveur qui serait justement dans les locaux de l'entreprise. À l'inverse, au contraire, vu que qui dit cloud dit qu'on a nos serveurs dans des gros data centers où tous les niveaux de sécurité sont respectés. L'application, elle, continue à séduire le monde du BTP qui lui a décerné une récompense à Lyon en mars dernier. À venir dans l'instant R, une très belle balade dans le Jura. Nous suivrons notamment des randonneurs venus sillonner le département et admirer ces décors superbes, en particulier au lever du jour. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Nous visiterons auparavant une ferme urbaine à Amiens. Ici, on cultive les légumes le plus naturellement possible et on les vend dans la joie et la bonne humeur. Vous verrez. Mais tout de suite, je vous emmène faire une cure thermale. Les curistes étaient près de 600 000 l'an dernier à séjourner dans différents établissements comme ceux d'Ax-les-Thermes en Ariège, des communes qui se sont parallèlement lancées dans le thermoludisme en ouvrant des centres de détente à des prix accessibles. Et le succès est au rendez-vous. Ax-les-Thermes dans la haute vallée de l'Ariège, située aux portes de l'Andorre et de l'Espagne. 400 000 skieurs dévalent chaque hiver ces pistes enneigées. Des vacanciers de plus en plus nombreux à fréquenter aussi les bains de la ville, dont l'eau thermale est réputée depuis des siècles. Les thermes, les jacuzzis, les hammams, ils adorent ça. Donc c'est véritablement un outil d'identification qui est très fort, mais qui est devenu tellement naturel pour nous qu'aujourd'hui il est totalement indissociable de la station de ski. La commune a créé un centre thermoludique en 2009, contrairement aux cures de thalassothérapie prescrites par un médecin et remboursées par la sécurité sociale. Il s'agit ici de loisirs et de bien-être. En France, ça n'existait presque pas, il y a 10-15 ans. Ça existe dans les pays de l'Est, hein, où on a tous vu ces images des joueurs d'échecs dans des bassins d'eau qui fument. Et ça existe depuis longtemps dans ces pays, mais pas trop chez nous. Et nous avons commencé et ça plaît énormément. Tout le monde peut accéder à un centre thermoludique, même les enfants, une activité détente qui fait recette en toute saison. Un centre de détente en eau thermale, non seulement c'est une vitrine de l'eau thermale,
un établissement ouvert au grand public et c'est un complément essentiel à l'activité ski de piste ou ski nordique, ainsi qu'à l'activité randonnée l'été. Du bien-être, mais aussi un bénéfice pour la santé. C'est le plus de ces centres situés dans les villes thermales. Ax-les-Thermes est réputée pour son eau naturellement riche en soufre. Elle a des propriétés antalgiques et décongestionnantes, idéales contre les rhumatismes ou les problèmes respiratoires. Non, bon, c'est quand même agréable, on passe le bon après-midi, je suis à la retraite, des fois on s'ennuie, donc autant venir ici. En plus, je souffre un petit peu de polyarthrite, donc ça me fait du bien. Je me sens apaisée, fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Particulièrement prisé également l'espace bien-être. C'est des pierres chaudes qui sont trempées dans de l'huile chauffée et c'est à base d'épices, cannelle et gingembre. Donc ce soin il dure 35 minutes et c'est de la tête aux pieds. Une parenthèse cocooning qui offre aux baigneurs des massages sportifs ou réénergisants de 20 minutes à 1 heure. Il y a nombre de personnes qui viennent, qui font les 2 heures de bain, et même en étant allongées, elles sont quand même encore un petit peu contractées. Des fois parce que c'est des problèmes articulaires, des problèmes particuliers au niveau des articulations, je ne sais pas. Mais après parce que la personne, si jamais elle est tout le temps stressée par rapport à son quotidien, les enfants, la scolarité, les choses comme ça, eh bien voilà, tout y joue. En 15 ans, une dizaine de centres thermoludiques ont ouvert leurs portes dans les Pyrénées. Une tendance qui s'étend désormais à tous les massifs français. Alors on vient de parler détente et massage qui se fait également avec du chocolat. Le cacao aurait en effet des vertus antioxydantes, vasodilatatrices et psychostimulantes notamment. Le consommer a également quelques effets positifs, ça tombe bien. Les Français ne se font pas prier pour déguster du chocolat. Regardez, on en consomme près de 7 kilos par an et par habitant. Alors qu'en pensent les nutritionnistes? Notre équipe de Marseille s'est penchée sur la question. On ferme les yeux, on se détend. C'est l'instant bien-être. Se faire tartiner de chocolat sur fond de musique relaxante, ceci est un enveloppement à base d'algues fucus, de beurre, de karité, de café et de chocolat. C'est pour aider à éliminer les toxines, c'est amincissant, drainant et aussi en même temps, comme vous avez le beurre de karité, c'est nourrissant pour l'épiderme et puis ça le protège aussi également. Un petit coup de couverture électrique, emballer c'est chauffer. Difficile de savoir qui du chocolat ou de l'algue a ses effets, mais l'argument de vente est rodé. Plus commun, le chocolat qui finit croqué. De celui-là aussi, on dit qu'il est bon, et pas seulement au goût. Il paraît que c'est bon pour la santé, après bon, je ne sais pas exactement si c'est vrai. Il y a aussi le bienfait moral, la douceur du chocolat, quoi, tout simplement. C'est vraiment de la gourmandise, je ne peux pas dire que j'éprouve des bienfaits, si ce n'est psychologique. Je me dis, bon, je mange un bon chocolat, donc tout va bien. Alors, bienfait ou pas, pour répondre, il faut d'abord s'entendre. Le chocolat, c'est quoi? Ça commence par une fève. Une fois torréfié, broyé, donc on va obtenir la pâte. La pâte, c'est le 100%, 100% cacao. Ça, c'est très fort, très puissant en goût. Du 100% cacao, Christian Camprini en propose peu. Il travaille beaucoup le noir à 70%, du chocolat au lait et un peu de blanc. Mais dans les 3 couleurs, le beurre de cacao est conservé. Le voici à l'état liquide. C'est lui qui fait toute la différence, notamment en termes de fluidité. Quand on va déguster, on a une fonte très différente, donc c'est quelque chose qui va remplir la bouche, qui dégage les saveurs originelles du chocolat et de la masse de cacao. Le fer, le potassium, le magnésium, tous les apports en vitamines et minéraux se trouvent dans le beurre de cacao et c'est le chocolat noir qui en contient le plus. Plus le chocolat est noir, plus il est bénéfique. Les industriels l'ont bien compris et jouent parfois avec les mots. Ce chocolat a un nom trompeur. En retournant l'étiquette, on va pouvoir voir du coup cacao et là on voit 46% minimum. Donc on peut pas dire que ce soit vraiment du chocolat noir. Le chocolat noir n'est pas aphrodisiaque, mais il favorise le transit, ralentit le vieillissement des cellules et a des pouvoirs stimulants, voire euphorisants, sauf qu'il y a un gros bémol. Pour avoir l'effet qu'on voudrait obtenir, il faudrait en manger beaucoup, quoi. Et donc manger beaucoup de calories. Et manger beaucoup de calories, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu contradictoire. Et frustrant, puisque consommé en quantité modérée, le chocolat ne présente donc pas de bienfait, sauf celui immédiat et essentiel qu'on appelle le plaisir. Et si on doit consommer le chocolat avec modération, en revanche, il est vivement recommandé de croquer à pleines dents dans les fruits et les légumes. À Amiens, ils sont cultivés naturellement dans une ferme d'un nouveau genre, une ferme urbaine. Ici, pas de produits chimiques, ce qui est plutôt séduisant, mais c'est pas tout. La production est vendue le jeudi soir en musique. On fait son marché, on s'amuse, on fait des rencontres, on discute, bref,
Encore une belle illustration du succès de l'économie sociale et solidaire. Sous ce chapiteau, à l'abri des regards, se cache un marché un peu particulier. Dans cette friche industrielle aux abords de la Somme, les adhérents de l'association L'Île aux Fruits viennent faire leurs courses et rencontrer les producteurs locaux. Ici, c'est à la bonne franquette, on vend, on échange, on papote. On discute avec eux, on se raconte un peu nos parcours, on raconte ce qu'on fait. La preuve, c'est qu'on a acheté du pain, on achète nos pains. On est les premières clientes. Sur les étals, tout est 100% Picard, des créations hautérines en passant par les bières blondes. Mais ce que viennent chercher les clients, ce sont surtout les légumes de saison, cultivés au cœur des ortillonnages. Je viens toutes les semaines en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept ? De changer sa façon de consommer, d'acheter local et de saison en fait, et ce qui revient pas forcément plus cher. Ces légumes sont ramassés le matin même par les bénévoles de la ferme urbaine. Des passionnés qui n'hésitent pas à braver les éléments pour cueillir les choux, navets, betteraves et radis qui peuplent cette terre fertile. Vous les chouchoutez ces légumes ? On essaie, oui. On essaie un maximum. C'est assez gourmand en main-d'œuvre du coup parce qu'il y a beaucoup de désherbage. On n'utilise pas de bâche pour les sols non plus. On met de l'écorce d'arbres, de méthodes qui sont connues depuis très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui viennent des maraîchers parisiens du 19e siècle. Sitôt délogés de leur confortable écrin, les légumes sont lavés avec passion. À 23 ans, Quentin a délaissé ses études d'architecte pour un service civique à L'Île aux Fruits. Je cherchais plus à m'intégrer dans un projet de ferme urbaine plutôt que de continuer de manière académique pour apprendre directement sur le terrain à produire ma nourriture. Parce que ce qui m'intéresse dans l'architecture, c'est de concevoir des bâtiments autonomes en électricité, en eau, et pourquoi pas en nourriture. Un intérêt grandissant pour les circuits courts qui se retrouvent aussi côté client. En quelques mois, plus de 1200 familles ont versé 2 € pour adhérer à l'association, séduites par l'ambiance et les animations. La volonté d'avoir une vraie dimension socio-culturelle, une dimension culturelle, elle s'est traduite par l'organisation de petits concerts, l'organisation de petites performances artistiques, aussi quelques expos qui sont en programmation. Chaque jeudi soir, 200 personnes se donnent rendez-vous rue de Verdun avec la même envie, celle de nourrir le corps et l'esprit. La chance, elle est mieux, se suspend à ses lèvres, les rêves d'amoureux. L'humain, voilà également ce qui guide depuis des années Sabine Weiss. Appareil photo en bandoulière, elle a sillonné le monde pour capter des instants de vie, des portraits et des clichés d'une rare intensité. Aujourd'hui, l'artiste ne photographie plus. Elle reste toutefois la dernière représentante de l'école humaniste française qui rassemble des photographes de renom comme Robert Doisneau ou Willy Ronis. Rencontre à Orléans avec une grande dame de la photographie. C'est l'instant portrait. Sabine Weiss, dans ses œuvres, est désormais de l'autre côté de l'objectif, devant à son tour celui des photographes. Pendant 75 ans, Sabine Weiss a parcouru le monde, ses appareils en bandoulière, pour photographier la vie, ou plutôt immortaliser des instants de vie guidés par cette nécessité de sauver ce qui va disparaître. Le premier appareil, j'avais 13 ans et j'ai rien fait de beau avec. J'ai photographié ma soeur, ma mère, ma tortue. Bon. Mais par contre, je me prenais ça très au sérieux puisque j'ai collé ces photos dans un album et j'y ai marqué en haut mon premier film et la date. Et c'est drôle que j'ai dit c'est mon premier film. Et c'était vraiment. Je ne savais pas que j'en aurais pas mal d'autres par la suite. De ces multiples films et pellicules, 200 photographies ont été sélectionnées pour un hommage exceptionnel, sur 3 lieux et 3 expositions simultanées. Michel Dubois en a été l'un des artisans,
lui qui place la photographe aux côtés des Cartier-Bresson et Doisneau. Sabine est une personne extrêmement attachante et effectivement, mon grand regret, c'est qu'elle n'est pas suffisamment connue du grand public. Elle mérite mieux. Enfin, je veux dire, elle a fait l'objet de très grandes expositions, elle a fait l'objet de très grandes publications, elle a parcouru le monde entier. Mais c'est vrai que le grand public ne la connaît pas. Inconnu, célébrité, noir et blanc, ici, à l'autre bout du monde, ombre et lumière, flou et net. Une constante cependant, l'humain, avec une prédilection pour les photos d'enfants. C'est bien les enfants, ça bouge, c'est naturel, et on peut les mettre au défi de faire quelque chose, quelquefois. Mais ça, c'est rare. Et c'est qu'avec certaines photos d'enfants, il y a des photos, la plupart sont vraiment prises à l'improviste très, très rapidement. À 90 ans passés, dont plus des 2/3 appareils photo à la main partout dans le monde, Sabine Weiss a définitivement rangé ses boîtiers et ses objectifs. Et s'il y a bien un décor qui fait à coup sûr des photos réussies, c'est celui du Jura. Le département offre en effet des paysages grandioses, et les randonneurs le savent. Ils sont nombreux à s'organiser pour sillonner les montagnes jurassiennes. Notre équipe de Besançon vous emmène ce matin goûter aux joies de ces promenades, loin de toute agitation, coupé du monde. C'est un pays de combes et de crêtes, où la bise joue avec la neige et balaye les sapins. Un paradis pour les skieurs de fond et les amateurs de Grand Blanc. Le Jura, le long de la frontière suisse. Certains viennent de loin pour tenter la grande traversée, une randonnée de plus d'une centaine de kilomètres. Comme ces 4 jeunes retraités venus de Lozère avec ski et raquettes. C'était une longue route pour arriver jusqu'ici. Oh, il fait froid. Ah oui, très longue route. On est parti ce matin à 8 h et on arrive à la nuit. 18 h à la nuit. Pendant une semaine, ils vont laisser leur voiture pour aller de refuge en refuge. Une itinérance qui commence par un Mont d'Or chaud, accompagné de saucisses de morteau. Alors, le Mont d'Or. Au refuge chez Liadet, on accueille les skieurs comme s'ils faisaient partie de la famille. Ah, c'est pas très light. Mais on s'attaque à un massif qui n'est pas très light non plus. Donc il faut être lesté pour avancer, que ça accroche les skis et tout. Mieux vaut aussi emmagasiner de la chaleur. Le refuge est situé sur la commune de Mout, village le plus froid de France. À Mout, on collectionne avec une certaine fierté les records de froid. Moins 36 en 68, moins 40 en 56 et même moins 4 la nuit du 18 août 1970. À Mout, le froid est sec et paraît-il, ça change tout pour les habitants. D'ailleurs, ils ne s'en plaignent pas. C'est quelque chose qu'on aime parce que à lui tout seul, il fait déjà le ménage au niveau de la nature, il va zigouiller pas mal de petites bêtes qui nous embêtent l'été. Et puis après, il fait travailler la terre, voilà, il nous amène le beau temps. Dans le Jura, le froid et la neige font partie du quotidien. Comme les petites routes pas encore déneigées, alors que l'heure de la traite a déjà sonné. On est en retard, c'est pas très grave. Bon, les vaches vont nous appeler, quand on arrive, elles vont gueuler parce qu'on est en retard, mais c'est pas gênant. Philippe Genoux est un Jurassien d'adoption. Ce Savoyard est venu s'installer ici il y a 2 ans pour s'occuper de 35 vaches laitières. Des Montbéliardes, nourries au foin des champs environnants, une obligation pour produire du comté. Alors voilà, c'est donc du foin.
Donc si on regarde, on voit une flore très variée. Hein. On voit même les fleurs. Avec un foin excellent comme ça, vous donnez vraiment des bons arômes pour faire du bon lait. Ce lait sera récolté dans la nuit, puis emmené à une dizaine de kilomètres pour être transformé en fromage. Il faudra beaucoup de temps pour qu'il parvienne à parfaite maturité. Depuis des siècles, dans le Jura, certains secrets sont très bien gardés. Et pour d'autres belles balades dans nos régions, pour d'autres conseils bien-être, pour d'autres sujets qui rythment notre quotidien, je vous donne rendez-vous demain à 10h50 sur France 3 pour l'instant R comme région. Très belle journée à tous.